Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Les clés d'une vie, celle de mon invité, le créateur permanent que vous n'avez jamais cessé d'être, demeure plus que jamais un homme à la page. Vous le démontrez en créant un journal vieux dont on ne peut que dévorer chaque article, même un jour de jeûne. Bonjour Antoine Decaune. Bonjour Jacques Pessis. Alors pour question clé, je suis venu avec le trousseau. Hein. Je suis prêt à répondre à tout. De tout. Et moi je suis heureux de vous recevoir pour parler de Vieux, qui est un journal formidable dont on va parler tout à l'heure, dont le numéro 2 vient de sortir, et qui presque réconcilie avec la presse celles et ceux qui regrettent les journaux d'antan. Voilà. Alors, avant, le principe des clés d'une vie sur Sud Radio, c'est d'évoquer votre parcours à travers des dates clés. Ouais. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 7 octobre 1955, votre première télé. Écoutez. Vous m'excusez, je regarde l'heure parce que maintenant j'ai rendez-vous avec un jeune homme, j'ai rendez-vous avec Antoine. Avec Antoine? Eh bien, Antoine, Jacqueline, bonne promenade. Vous vous souvenez de cette séquence? Très très vaguement, mais donc décidément les 7 octobre sont à marquer d'une pierre noire. Non, c'était une séquence avec Jacqueline Joubert à la télévision dans un jardin de nuit. Ouais. Et à la fin... un jardin de nuit? Un jardin de nuit, oui. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas, c'était expliqué là-dedans. Non, c'était peut-être jardin d'acclimatation la nuit. J'espère. Enfin, ça n'a pas nuit à votre carrière. Mais surtout, ce qui était extraordinaire, c'est que vous avez 2 ans et vous montez dans une voiture décapotable avec votre maman. C'est votre première télé. Ah, mais ce qui explique, j'en ai un souvenir aussi confus. Une voiture décapotable. Alors c'était soit parce qu'elle avait un pot de yaourt ou bien une dauphine à l'époque. C'était la dauphine. Voilà, très bien. Juste pour situer au carbone 14. Donc, elle évoque son émission Rendez-vous avec Jacqueline Joubert, justement, votre mère, qui a quand même été, on ne peut pas l'oublier, la première émission qui a accueilli Jacques Brel dans une caisse, c'est une caisse de Bruxelles, qui a fait venir tous les grands artistes. C'est la première émission de variété talk show de l'histoire de la télévision. Absolument, oui. Et en plus, elle allait chez l'invité avant l'émission, ce qu'on ne peut pas imaginer aujourd'hui, pour voir où il vivait, comment il habitait. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, elle n'avait pas de bureau. Et elle recevait donc à la maison les invités pour préparer les interviews, où elle allait voir chez eux à quoi ressemblait un peu leur biotope. J'ai donc le souvenir, moi, enfant, de Bourvil, par exemple, passant à la maison. Un homme d'une gentillesse exquise, évidemment, formidable. Exactement l'image qu'on peut en avoir, et me faisant sauter sur ses genoux, en tout bien tout honneur, bien sûr. Et voilà, quelques souvenirs comme ça. Charles Trenet aussi, qui était passé, qui lui aussi voulait me faire sauter sur ses genoux pour d'autres raisons. Nous ne dévoilerons pas ici. Alors, Jacqueline Joubert, faut pas l'oublier, elle a animé La Joie de Vivre, qui est la première émission de télé de radio des variétés, avec Henri Spade. Et puis, elle a été la pionnière des speakerines. Et je ne sais pas si vous le savez, mais vous le savez sans doute, elle a passé une audition, elle est repartie persuadée qu'elle n'aurait pas le poste, et on l'a rattrapée dans la rue. Absolument. Oui. Elle l'avait passé comme ça, pour voir, parce qu'elle était comédienne de formation et que ça l'amusait. En fait, c'est cette idée de pouvoir se retrouver devant une caméra et à faire ce métier, mais autrement. Et puis, elle avait des textes impossibles à dire, des noms de villes imprononçables. Enfin, elle s'en était très très bien sortie, parce qu'elle avait une articulation absolument parfaite, je tiens à le rappeler. Et oui, elle a été prise par surprise, si je puis dire. Oui, en même temps, elle a fait beaucoup de choses. Alors le soir, pour le journal télévisé, qui était en direct, sans beaucoup de moyens, il y avait une petite cabine où tout le monde se retrouvait, je ne sais pas si vous le savez. Alors on faisait les commentaires sur les images, sans avoir vu le film avant, ce qui fait qu'on racontait quelquefois n'importe quoi. Et ça passait. Ça mériterait d'être réactivé, cette pratique. Oui, non, je pense. Non, ça ne changerait pas beaucoup. Non, ça ne changerait pas énormément, mais en connaissance de cause, il y aurait de quoi s'amuser. Voilà. Et c'est d'ailleurs dans ces coulisses qu'elle a rencontré Georges Decaune, votre père. Oui. Et il y a eu une belle histoire d'amour, et il y a vous, et puis il y a un livre de Jacqueline Joubert qui m'a beaucoup ému, qui s'appelle Lettre à Emma, qui est un livre sur votre fille. Lettre à sa petite fille, donc, à qui elle voulait raconter un peu comment tout ça s'était passé. Donc elle raconte en creux l'histoire de la télévision, mais à l'usage de sa petite fille, pour la mettre en garde. En tout cas, je crois que ça n'a pas marché, puisqu'elle fait du cinéma aujourd'hui. Alors, il se trouve, Antoine Decaune, que votre mère et votre père ont été 2 rebelles. Elle s'est fait virer après mai 68, il s'est fait virer plusieurs fois, ça ne les a pas empêchés de devenir des stars de la télé. Oui, alors je ne sais pas si ça tient à ça, mais en tous les cas, c'était des gens qui avaient du mal à rentrer dans le cadre. Si le cadre devenait un peu oppressant ou étouffant, ils allaient voir ailleurs. Alors soit on les poussait vers la sortie, comme ça avait été le cas de ma mère en 68, soit mon père se faisait virer purement et simplement du JT parce qu'il faisait des commentaires qui étaient considérés comme déplacés à l'époque. Il a été l'un des premiers à commenter l'arrivée du Tour de France au Parc des Princes. Et on voit une image où il est dans un coin du Parc des Princes, assis par terre avec une petite
caméra et une petite télé. Je ne sais pas si vous connaissez cette image. Oui, je la vois, cette image. C'est hallucinant. Ouais. On ne peut pas imaginer ça aujourd'hui. C'est du bricolage à l'époque. C'est du bricolage, et puis ils étaient un peu multitâches, tous les deux. Ils présentaient des émissions. Ils présentaient soit les émissions à proprement dit, speakerine, soit des émissions de toute nature, du sport, du divertissement, des news pour mon père, des talk-shows, comme vous disiez, avec ma mère. Enfin, il faisait un peu tout, quoi. Oui, et Jacqueline Joubert a aussi découvert une certaine Dorothée, quand personne n'y croyait. Absolument, oui. Alors, il se trouve aussi que votre enfance est liée, je crois, Antoine Decaune, à Trouville. Depuis l'âge de 3 ans, c'était le lieu de vos vacances. Oui, en fait, c'était un endroit où nous allions tous les étés. Parce que ma mère, il louait une maison, une petite maison de pêcheurs dans la rue Carnot, à côté du casino, qui appartenait à un vieux Trouvillais, qui lui, quand il nous louait cette maison, allait s'installer dans une autre petite maison derrière, au fond de l'impasse, en attendant. Et donc, comme les locations à l'époque, ça courait de Pâques à septembre, nous y allions pour Pâques et puis tout l'été. Et non seulement alors évidemment je suis tombé amoureux de Trouville, et je suis toujours amoureux de Trouville aujourd'hui, mais en plus j'avais fait la connaissance de cet homme absolument extraordinaire qui était devenu mon grand-père adoptif. Parce que mon premier grand-père maternel avait quitté cette vallée de l'Arme en 1928 et le deuxième en 1936. Et je crois d'ailleurs que vous avez fait un rêve un jour à propos de votre grand-père. Oui, j'ai rêvé de mon grand-père. J'ai rêvé de mon grand-père dont je n'avais jamais vu le visage, curieusement. Parce qu'en fait, il était comédien. Il dirigeait le Trianon lyrique à Paris. Oui. Il montait des opérettes, il chantait, il faisait de la mise en scène, il dansait. Et tout ce que je connaissais de lui, c'était des portraits déguisés. Oui, on tourne toujours autour de ça. Il était en Taras Bulba, il était en harpagon, mais je l'avais jamais vu sous son vrai visage. Et un jour, j'ai rêvé d'un homme, j'étais dans un train, et un homme est venu, vient s'asseoir au bord de ma couchette, me prend la main et me dit « Ne t'inquiète pas, je serai toujours là ». Et son visage m'a tellement frappé que j'en ai parlé à ma mère le lendemain matin. J'en ai fait un portrait très, très précis. Elle m'a dit c'est Léon. C'est incroyable. C'est ton grand-père. Et elle m'a montré une photo de Léon que je n'avais jamais vue avant. Et c'était vraiment lui. Alors, vos études sont sérieuses, fac de lettres. Sérieuses jusqu'à un certain point. Oui, enfin, oui. Au départ, c'est fac de lettres, donc sérieux. Vous êtes coursier aussi, je crois, dans un cabinet médical. Absolument, oui. Je livrais des radios pour un spécialiste du cancer du sein. Voilà, déjà des radios. Déjà des radios, déjà. Ça commence à me travailler. Et puis, je crois que vos débuts, c'est une agence de photos où vous avez été engagé comme assistant, Antoine Decaune. Oui, alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait 2 ans de fac de lettres classiques, parce que j'adore la littérature. J'ai un besoin organique de littérature dans ma vie de tous les jours. Et puis la fac, c'était une répétition de l'école. Voilà, on était à nouveau sur des bancs avec un prof au tableau et tout. J'avais besoin de bouger, moi. J'avais besoin de voir la vraie vie. Et donc j'étais coursier à mi-temps pour gagner ma croûte. Et puis je commençais à faire des piges à droite à gauche pour des petits journaux comme Rock and Folk, Zoom, Science et Vie, enfin un panel assez hétéroclite, on va dire. Science et Vie, je crois que c'était sur les gadgets insolites. Oui, alors Science et Vie, j'avais été pris comme assistant grouillot du photographe maison. Et il m'avait confié comme mission de photographier des trucs chiants comme la mort, quoi, des boulons, des clés de 12. C'était pas Science et Vie, quoi. Mais donc je m'étais appliqué à faire ça. Et parallèlement, j'ai travaillé à l'agence Sigma, où j'étais grouillot, là aussi, je développais des négatifs, je rangeais les diapos, et puis j'attendais que mon tour vienne. Voilà. Et parmi les fondateurs de l'agence Sigma, il y avait quand même Raymond Depardon. Oui, alors Raymond Depardon avait fondé Gamma, lui. Oui, mais il était dissident, ensuite il a fondé Sigma après parce qu'il était dissident de Gamma. Absolument, c'était des dissidents de Gamma, vous êtes très bien renseigné. Alors ça, c'était au départ avec les articles, et puis la télévision est arrivée. Chorus, le générique de Chorus. J'entends le générique de Chorus. Oui. C'est vraiment vos débuts à la télévision. Oui, c'est un générique assez marrant parce qu'il est signé Bazooka, qui était un groupe graphique, d'intervention graphique de l'époque, et avec plein d'images subliminales dedans, que, en tous les cas, les directeurs de l'époque n'ont pas vu. Je pense qu'on aurait sauté assez rapidement, ce qui prouve une fois de plus à quel point les gens qui font la télé la regardent peu. Et ça, c'est arrivé, ça a été le point de départ, parce que c'est une émission qui était faite sur le toit de l'Empire. Oui. Il y avait Jacques Martin en bas et vous au-dessus, oui. Antoine Decaune. Alors, c'était en fait, je faisais partie de la grille Martin du dimanche. Donc j'ouvrais on avait remplacé une émission qui s'appelait Blue Jean, qui faisait du playback idiot avec dans les sous-sols de l'Empire, et on avait réussi à troquer ce mini-budget contre l'occupation du plateau. C'est-à-dire que j'avais le plateau de l'Empire, qui était un très beau théâtre, un très beau studio à l'époque,
qui a disparu dans des circonstances très mystérieuses. On est d'accord. Voilà. Il a cramé un jour, personne n'a jamais compris pourquoi, et j'avais récupéré le plateau où je pouvais faire venir des groupes avec l'équipement pour qu'ils jouent dans des conditions de concert. Et donc on a fait ça pendant 3 ans. Avec Jackie, qui Avec Jackie. Alors Jackie, lui, à l'époque, était attaché de presse chez Polygram. Il s'occupait en particulier de Gainsbourg et de Blondie. Et il avait pour particularité de ne jamais apporter les disques. Enfin, de les oublier toujours. Et donc, mais comme c'était un type charmant avec qui je m'entendais très bien, on passait une grande partie de notre temps à mon bureau. Et le jour où je me suis retrouvé seul devant la caméra, j'étais pétrifié, ça me tétanisait l'idée d'avoir à présenter. J'avais pas le choix, il n'y avait pas d'alternative. Donc voilà, je me retrouve devant la caméra et j'ai demandé à Jackie de rester avec moi dans le champ. Voilà. Et finalement, votre but n'était pas de faire de la télévision. Non, pas du tout. Moi, je me destinais pas à la télé. En fait, ça a été un concours de circonstances et un alignement de planètes. Alors évidemment, je grenouillais dans un milieu audiovisuel, donc je connaissais un peu les gens, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Et à l'époque, j'étais passionné, mais alors à un point que vous pouvez même pas imaginer, et je le suis d'ailleurs toujours, par le rock, et au point que je m'étais fixé pour mission de présenter ce rock à la télé, puisqu'il était interdit de programme. Ouais. Il n'y en avait que pour les Carpentiers, pour les Guy Lux, enfin pour toute la variétoche française qui me sortait par les yeux. Et donc, on avait commencé à faire cette émission, et c'était comme oui, c'était une manière de résistance, quoi. Enfin, je ne vais pas employer des grands mots, mais une manière de proposer autre chose, réussir à proposer autre chose, mais quelque chose qui me tenait énormément à cœur. C'est-à-dire, j'aurais pas fait de la télé pour présenter des jeux, par exemple. Voilà. Écoutez, vous avez fait aussi beaucoup d'autres choses qui vous tenaient à cœur, et on va l'évoquer à travers une date que vous n'avez pas oubliée, le 4 novembre 1984. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Decaune. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine Decaune, avec ce journal vieux dont on va parler tout à l'heure, qui est pour moi le journal que tous les jeunes devraient lire. On va expliquer pourquoi. Et puis, une date importante dans votre vie, le 4 novembre 84, la naissance de Canal+, car vous faites partie des pionniers de la chaîne, mais pas seulement avec Nulle part ailleurs. Non, le 4 novembre 84, c'est-à-dire il y a exactement 40 ans, je suis là pour l'ouverture de la chaîne, et j'ai une émission à l'époque qui s'appelle Surtout l'après-midi. Oui. Parce que le slogan de Canal, c'était C'est le jour et la nuit, et donc je l'ai baptisé Surtout l'après-midi. Et c'était un magazine de pop culture déjà, un vieux cheval de bataille donc, où l'on parlait de cinéma, de musique, de littérature, de mode, que je présentais avec mon camarade Gilles Verland, qui était un journaliste belge, hélas aujourd'hui décédé, et ça durait 45 minutes tous les jours en direct, et c'était absolument passionnant. Voilà. Simplement, certains disaient alors qu'il y aurait plus de monde sur votre plateau que devant la télévision. Oui, comme au début de la télévision, il y avait plus de directeurs, comme disait mon père, que de téléspectateurs. Oui, bien sûr, parce qu'en fait, le démarrage de Canal a été compliqué et chaotique. Pour plusieurs raisons. D'abord, il y avait des simples raisons techniques, l'histoire de décodeurs, enfin bon. Bon. Et puis c'était la première chaîne à péage qui arrivait en France. Donc il y a eu des combats politiques qui ont été menés à l'époque contre cette chaîne par ceux qui ne l'avaient pas eu, c'est-à-dire la famille Fabius, pour ne pas les citer, enfin toute cette famille politique. Et nous étions là donc avec à la fois une presse hostile, des abonnements qui avaient un mal fou à décoller, et puis l'annonce par Mitterrand à l'époque de la libéralisation des ondes, donc des dizaines de télés gratuites sur le point d'arriver en France. Ce qui fait que du jour au lendemain, il n'y avait plus personne, quoi. Oui, personne ne s'abonnait. Oui, ça vous a pas empêché, Pierre Lescure, vous et quelques autres, d'y croire à fond dès le départ. Oui, on y croyait. On avait l'énergie. C'était extraordinaire. Enfin, donner naissance comme ça à un outil de cette ampleur-là, avec cette liberté, avec un cahier des charges aussi ouvert, parce qu'en fait les deux fondamentaux de la chaîne, c'était et ça reste le cinéma et le sport, évidemment. Mais nous, notre mission, c'était dans le clair, par exemple, de donner un peu l'humeur, le ton de cette chaîne, tout ce qu'on pouvait aussi trouver d'autre en dehors du sport et du cinéma, et même pour ce qui était du sport, de la manière différente dont le sport était traité par des gens comme Georges Eddy, par exemple, ou Charles Bietri. Voilà. En tout cas, vous avez été plagié, copié depuis, ce qui prouve que vous n'aviez pas tort. Oui. Il vaut toujours mieux être pompé que pomper soi-même. Hein, exactement. Alors, il se trouve que ce qui a lancé justement la chaîne, ce sont les films X, Antoine Decaune. Habile transition, Jacques Pessis. Les films de boules, oui, comme on dit. Oui, évidemment, le jour où les films de boules sont arrivés sur l'antenne, curieusement,
l'audience s'est redressée. Alors, le film le plus célèbre de l'époque, ça s'appelait Dans la chaleur de Saint-Tropez, avec une certaine Marilyn Jess. C'est possible. Et ce film a été tellement connu qu'il a fini au Centre Pompidou. C'est pas vrai. Oui. Comme œuvre d'art. Comme œuvre d'art. Ouais. Alors, il se trouve que vous allez quitter la chaîne, partir aux États-Unis, puis revenir 2 ans plus tard. Oui, alors, comme la première grille, faute d'abonnés, ne marchait pas, il a fallu changer complètement le format. Et donc, la première grille, au bout de quelques mois, a cessé, a disparu. Et moi, je suis retourné faire quelques Enfants du rock. Et puis, j'ai eu cette opportunité incroyable d'aller sillonner les États-Unis avec mon pote Chalumeau pour faire une émission de musique sponsorisée par Marlboro et qui s'appelait tout simplement Marlboro Music. Qui a fait un tabac, justement. Qui a fait un tabac, il n'y avait pas de tromperie sur la marchandise. Oui, mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne pourrait plus faire ce genre d'émission aujourd'hui avec une marque de cigarettes. Ah ben non, ce serait totalement interdit. Il y a des lois qui sont passées entre-temps. Mais nous, c'était pas du tout une émission pour inciter la jeunesse à fumer, hein. Non. Loin de là. C'était une pure émission de radio puisqu'on se promenait aux États-Unis de ville en ville avec l'idée que chaque ville américaine avait un son particulier, ce qui est évidemment vrai. Vous n'avez pas le même son à Nouvelle-Orléans, à Los Angeles ou à Detroit. Et donc, on a fait 3 ans d'émission vraiment de la radio pure, quoi, sur le terrain, à enregistrer les ambiances, à interviewer les locaux, et avec beaucoup de musique, évidemment. Donc, c'était pas une émission tabagique, si je puis dire. Voilà. Et puis un jour, Alain de Greff, directeur de Canal+, vous rappelle, et ça va donner cette émission. Rapido qui a été aussi un événement. Là, c'était le rock sur Canal+. C'était le rock sur Canal+. Alors, il faut savoir que De Greff, quand même, avait été chef d'atelier sur Antenne 2 à l'époque, et responsable notamment des Enfants du rock. Et auparavant, il était monteur, il était chef monteur, c'était son premier métier, et c'est lui qui montait une émission qui s'appelait Pop 2, dans les années 70. Donc il connaissait un peu la musique, si je puis dire. Quant à Lescure, évidemment, il était biberonné au rock, c'était son terreau, quoi. Ah oui, les Enfants naturel. du rock, c'est lui au départ. Les Enfants du rock, absolument. Et donc la conjugaison de tous ces individus avait donné naissance aux Enfants du rock et évidemment justifiait celle de Rapido sur Canal. Et là, Rapido, c'était aussi une autre forme de télévision moderne, rapide, ce qui existe aujourd'hui. Oui, là aussi, vous avez innové, Antoine Decaune. Oui, l'idée, c'était de ne pas perdre de temps déjà sur les plateaux à blablater, hein, plutôt des images que du blabla. Donc des plateaux réduits à leur plus simple expression, et graphiquement, et dans le débit aussi. Parlez vite, parce que vous avez remarqué que quand on parle vite, les gens vous écoutent plus attentivement que quand on parle très lentement. Oui, on s'endort pas, oui. Ça soupire. Et oui, c'était un magazine. C'était une période très intéressante musicalement à la fin des années 80. Donc il se passait 1000 choses et le magazine était assez fourni. Oui. Puis en même temps, Alain de Greff vous dit, est-ce que tu pourrais pas trouver une équipe d'auteurs parce que les nuls s'en vont pour nuls par ailleurs, et qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, en fait, les nuls avaient fait la première année de Nulle part ailleurs, et puis le quotidien, c'est astreignant, quoi. Ils avaient d'autres envies de télévision, et pas que de télévision, et donc ils ont cessé au bout d'un an. Et l'idée de Greff, c'était de reconstituer, comme il l'avait fait avec les nuls, hein, qui étaient des gens qui au départ n'avaient pas travaillé ensemble avant de le faire, de reconstituer un quartet comme ça d'humoristes ou de je ne sais quoi. Donc il y avait Gilles Verland, il y avait Peter Stewart qui était mon vieux complice avec qui j'avais fait Rapido et Rock Report avant, et puis Carl Zero. Et vous arrivez presque, la feuille est vide au départ. Il faut trouver quelque chose, il faut trouver des personnages. Il faut, il y a une émission, il y a un cadre qui existe, qui est un cadre de talk-show, et c'est la première fois qu'un talk-show à l'anglo-saxonne voit le jour en France, c'est-à-dire avec du talk et avec du show, pour dire les choses simplement, avec des interviews, des entretiens, et puis du divertissement, de la déconnade, de l'image. Bon. Et donc c'était la première fois que ce type d'émission voyait le jour, et c'était pas évident parce qu'en fait il fallait d'abord, les nuls avaient bien marqué le terrain. Je suis très très fan des nuls, hein, de l'humour de Chabat. Je prends ça, je suis client à 100%. Donc c'était difficile de se mettre dans leur sillon, quoi. Ils avaient vraiment marqué une marque, donc il fallait imprimer une marque, il fallait essayer de faire autre chose avec toujours des fausses pubs, des parodies, des petits formats courts comme ça, mais c'était pas facile. Donc on a tâtonné. Et puis en même temps, De Greff m'a demandé d'ouvrir l'émission, de faire un monologue pour présenter l'invité. Et puis
assez rapidement de trouver une idée pour sortir de l'émission. Donc on a essayé plein de choses qui marchaient pas du tout, des panégyriques, des nécros, enfin bon, jusqu'à arriver au personnage. Que vous avez trouvé et ça a décollé du jour au lendemain. Ça a décollé très vite, ouais. Ça marchait très vite parce que c'était une idée évidente en fait. Oui, mais encore fallait-il y penser. Voilà. Il se trouve aussi que c'est grâce à vous que Philippe Gildas, qui était un formidable journaliste, a totalement Vous avez changé dit Philippe Journal, oui. qui était un formidable gildasiste. Exactement, oui. Ma fourche à languer. Il se trouve que Philippe Gildas, il y a une chose qu'on sait peu sur lui, il a été le témoin en studio du jour où on apprend la mort de Jean 23 à Radio Luxembourg, et le journaliste entre essoufflé et fait le pop et marre. Et tout le monde écroulé de rire, et il reprend en faisant le Samar et Père. Et Gildas était à l'époque celui qui faisait les flashs à l'antenne. Ah, déjà, ouais. Et c'est vrai qu'il a changé votre vie aussi, Philippe Gildas. Oui, parce qu'en fait, c'était... vous savez ce que c'est, Jacques, dans ce métier, parfois on tombe sur des gens avec qui on va faire un bout de chemin, et il y avait une espèce d'harmonie parfaite entre nous. C'est-à-dire que Philippe était le vieux routier... capable de travailler sur tous les terrains possibles, et en même temps, quelqu'un d'extrêmement ouvert, curieux et demandeur. Enfin, il demandait, il était curieux, il avait envie qu'on l'étonne, qu'on l'amuse, donc le cahier des charges était assez doux, si je puis dire. Et moi, il m'a aidé à développer la partie pure comédie qui est en moi, et qui sommeille toujours, en me laissant libre champ. Enfin, lui, Lescure, De Greff, toute la chaîne de l'époque. Et finalement, ça a marché pendant des années. Et Philippe nous manque aujourd'hui, car je crois qu'il ne sera jamais remplacé. Personne n'est irremplaçable. Oui. Enfin, personne n'est irremplaçable, mais en tous les cas, c'est toujours... Je ne sais pas pourquoi je parle toujours d'alignement de planète. Moi, j'aurais dû faire astronome. Mais c'était un moment où il y a eu une association comme ça de caractère, de tempérament qui était évidente et lumineuse. Voilà. Alors ça, c'est la partie télévision, mais il y a une autre partie importante dans votre vie qu'on va évoquer à travers la date du 10 juillet 1999. À tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Decaune. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine Decaune, Vieux, un journal dont on parlera tout à l'heure, un journal de jeunes justement, c'est son deuxième numéro. Et on en revient à votre parcours, on a parlé de la télévision, mais il y a une autre chose qui a compté dans votre vie. Le 10 juillet 1999 et le 11, c'est la première de Solidaise. Ah, et oui, ça oui. a compté pour vous. Oui. Oui, enfin Solidaise, c'est un festival donc qui est organisé par cette association Solidarité SIDA, dont j'avais accepté quelques années plus tôt d'être président d'honneur. Et donc c'est le premier gros événement qui voit le jour. Enfin, il y avait eu des nuits de l'humour, des nuits du zapping, plusieurs des ventes aux enchères organisées par l'association, toujours dans l'idée à la fois de faire la promotion du message de la prévention auprès des jeunes, et puis de récolter des fonds pour venir en aide aux associations travaillant sur le terrain. Mais là, c'est la première fois qu'un festival de cette ampleur-là voyait le jour. Oui, d'ailleurs, je me souviens, la presse est convoquée à l'hippodrome de Longchamp pour annoncer ce festival. Personne n'y croit à l'époque. Ouais, on dit, mais ça va jamais marcher, on va jamais remplir Longchamp. Je suis habitué, moi. Hein. J'aime bien les projets comme ça où tout le monde vous dit ça marchera jamais. Et l'idée était venue comment ? Alors ça, c'est une question qu'il faudrait poser à Luc Barouet, qui est le président fondateur de l'association. Mais je pense que l'idée, c'était comme notre mode d'action, c'était d'organiser des événements qui pouvaient intéresser la jeunesse pour mieux, sournoisement, leur faire passer notre message. Voilà, un festival de musique, ça me semblait remplir toutes les conditions, je crois. Ouais, la seule personne qui avait combattu le sida jusque-là, c'était Lynn Renaud, qui avec Elisabeth Taylor, elle avait organisé en 84, je crois, une soirée au Paradis Latin, qui était les débuts de l'aide contre le sida. Oui. Alors, il se trouve que vous annoncez 2 jours de fête, ce qui n'était pas évident, mais il y a quand même Robbie Williams, Iggy Pop, qui est dans le numéro 2, de Vieux, il y a Jean-Jacques Goldman et beaucoup d'autres. Personne ne peut, aucun musical ne peut afficher ce genre de choses. Non, mais c'est-à-dire qu'en fait, à l'époque, il y avait très peu de festivals, hein, donc, et puis c'était une époque aussi où le disque marchait encore très bien, avant de disparaître tout à fait. Et donc, pour les artistes, c'était un geste qu'on leur demandait, parce qu'évidemment, on leur demandait des conditions particulières, hein, qui ne chargent pas plein pot pour le festival. Et c'était un geste à la fois militant et naturel pour eux de venir participer à des événements comme ça. Aujourd'hui, qu'il n'y a plus de disques,
tout ça s'est dématérialisé et que les artistes ne peuvent plus compter que sur leurs concerts et les festivals pour vivre, et que les festivals se sont démultipliés. Il y en a, je sais pas combien, maintenant, j'avais même pu les compter. C'est plus difficile aujourd'hui de monter Solidaise que ça ne l'était en 99. Oui, mais résultat, ça a tellement marché que lorsque Solidaise a lieu aujourd'hui à l'hippodrome de Longchamp, il y a un nombre incalculable de taxis à 1h du matin venus chercher les spectateurs. Ouais. Vous ne pensiez pas que ça durerait aussi longtemps? Bon, vous savez, on fait jamais de projet à long terme dans ce métier, mais là, oui, 99, ça fait 25 ans maintenant. Oui. Et puis on se bat tous les ans pour que chaque fois le festival ait lieu, parce que c'est pas juste un festival de musique, c'est un festival où on accueille une 50aine d'associations qui s'occupent de la solidarité au sens large, où il y a des débats, où il y a des interventions de spécialistes, alors que dans la science, la philosophie, dans plein de registres différents, et c'est un lieu de rendez-vous, c'est un carrefour, quoi, où on échange nos impressions, on écoute de la bonne musique, mais pour une raison très précise. Voilà. Et les lycéens comme les étudiants se prennent des places pour Solidaise quelques mois à l'avance. Ouais. C'est devenu une obligation, une tradition. Oui, c'est devenu un je sais pas, c'est devenu un rituel. Un rituel, oui, voilà, un rituel. C'est le festival qui ouvre l'été. Et exactement, et on rentre à 4h du matin sans le moindre problème avec l'autorisation des parents. Ah oui, il n'y a jamais eu de problème sur ce festival. Non, mais c'est étonnant. Jamais de bagarre, de viande morte. Non, ça se passe toujours très bien. Pourquoi vous êtes-vous lancé justement dans cette aventure et avoir soutenu la lutte contre le sida? Parce qu'en fait, quand Luc Barouet, le président, est venu me trouver, j'étais à l'époque à Nulle part ailleurs, moi je prenais vraiment soin de toujours établir une frontière entre mes activités professionnelles et mes activités de citoyen. Je ne voulais pas me servir de l'un au bénéfice de l'autre. Et donc j'évitais toutes les causes qui pouvaient me faire prendre une couleur particulière, partisane, quel que soit le bord. Sauf que là, avec le sida était exactement au carrefour de tous les combats possibles et imaginables. On y parlait d'économie, on y parlait de politique, on y parlait de sexualité, on y parlait des relations nord-sud, on y parlait de transmission, déjà quelque chose qui me préoccupait à l'époque. Et donc, voilà, il n'y avait pas de raison, en fait, de refuser. J'aurais été très très malvenu de dire non, écoutez, ça m'intéresse pas, c'est pas pour moi. C'était pour moi. Voilà. Alors, parmi les manifestations que vous avez soutenues ici, vous l'avez cité, c'est la nuit du zapping, qui a été aussi un événement. C'était la première fois qu'il y avait une nuit du zapping. Absolument, oui. Et c'était Patrick Menet qui s'occupait du zapping de Canal de l'époque, qui supervisait la nuit, et il y avait genre 7 heures de zapping pratiquement ininterrompu. Et ça a tellement marché d'ailleurs que c'est resté une tradition. Et je me suis un peu renseigné, le mot zapping, ça vient de zap, c'est une onomatopée qui fait référence à une BD, Buck Rogers, dont le héros dispose dans son astronef d'un rayon de la mort qui abat ses adversaires et qui fait zap. Ah, c'est parti de là. Et un rayon qui permet de changer de chaîne aussi, donc. Exactement. Alors, à votre palmarès, il y a aussi un autre record, Antoine Decaune, c'est le nombre de présentations des Césars. 10. 10. C'est un chiffre rond. Et puis mon ambition, d'ailleurs, c'était ma seule ambition dans la vie, c'était de dépasser le chiffre record de Pierre Tcherner, qui l'avait présenté 9 fois. Donc voilà, c'est fait, je peux partir tranquille. Pierre Tcherner, d'ailleurs, qui a eu une rose à Montreux en 66 pour L'arroseur arrosé, qui était une parodie avec Goscinny des Frères Lumière. Je ne sais pas si vous connaissez ce documentaire, il est extraordinaire. Il faut le regarder. Non, je ne l'ai pas vu. Oui, je vais regarder. C'est un chef-d'œuvre. Alors pourquoi justement la nuit des Césars, c'est arrivé comment, Antoine Decaune? C'est arrivé après Nulle part ailleurs, parce que moi j'étais parti faire un peu de cinéma, et j'ai toujours gardé un lien très très étroit avec cette chaîne, parce que j'ai fait plein de choses pour eux. J'ai fait des quotidiennes, des hebdos, du magazine, des reportages, de la fiction, des docs. Enfin vraiment, j'ai essayé toutes les palettes, toutes les couleurs de la palette. Et les Césars, je ne sais pas d'où est venue l'idée, je suppose de Greff, qui m'a dit vas-y, fais-le toi et essaye de dépoussiérer un peu la belle endormie. Oui, parce qu'il y avait du boulot et il y avait aussi les égos à respecter des uns et des autres. C'est particulier l'exercice des Césars, c'est-à-dire que c'est une cérémonie, mais alors avec tous les enjeux d'une cérémonie, mais là s'y ajoutent les égos des protagonistes qui sont un peu plus surdéveloppés que dans d'autres milieux.
Mais surtout, je me suis rendu compte en les faisant, parce que c'est en faisant qu'on apprend les choses, à quel point le cinéma était considéré comme un art dans ce pays. Bon, alors, certes, c'est le pays qui a donné naissance au cinéma, on l'a pas oublié, mais on traite ça avec un sérieux terrible, quoi. Oui. Et en fait, les enjeux des Césars sont des vrais enjeux pour tous ceux qui participent, donc ça rigole pas. Et comme je l'avais dit à l'époque, il venait, c'était ma conclusion après la première cérémonie, c'est qu'en fait, il venait gagner ou regarder les autres perdre. Ce qui donne quand même une atmosphère un peu étrange, quoi. Alors ça s'est détendu avec le temps. Oui. Ça s'est détendu. Mais il y a eu une année d'ailleurs, je crois que c'est en 99, où vous êtes retrouvé dans le rôle du présentateur et du nommé. Oui. Pour l'homme est une femme comme les autres. Exactement. Je faisais partie des nommés dans la catégorie meilleur acteur. C'était et un c'est problème. Jacques Villeray qui l'a eu pour la contrebasse. Non, pour le dîner de con. Non. Ah si. C'était pour le dîner de con. Oui. Ah d'accord, ok. Bah, vous voyez, prenez des choses sur les Césars. Merci Jacques. Et oui, c'était un peu étrange, quoi. Mais j'avais préparé un remerciement que j'ai lu quand même, puisqu'il était écrit. Oui, exactement. Pas caché. Alors le cinéma, pour vous, ça a commencé aussi de l'autre côté de la caméra comme acteur, avec Tony Marshall, je crois, qui un jour vous a appelé, alors que vous n'aviez jamais pris de cours, pour un film qui s'appelait Pentimento. Mm-hmm. C'était son premier film et je connaissais Tony, on se connaissait depuis longtemps parce que nos mères, Micheline Prel et la mienne, étaient copines. Donc on s'était vus quand on était mômes, on avait des photos de nous sur la plage de Trouville. Enfin, aucun rapport évidemment avec le film. Ouais. Et je ne sais pourquoi, mais elle m'avait dans l'œil. Elle me voyait dans la peau de son personnage, du premier rôle de son film, et ce qui me flattait évidemment, parce que moi je m'étais frotté évidemment à la comédie sur le plateau de Nulle part ailleurs, mais enfin c'était une comédie italienne, c'était du cirque, c'était de la caricature, de la parodie, des personnages. Là on parlait on parlait d'un vrai rôle, quoi. Et j'avais dit à Tony, mais je sais pas faire ça, c'est pas mon métier. Elle m'a dit, je vais te l'apprendre ton métier, t'inquiète pas. Et pendant 6 mois, elle m'a donné des cours particuliers tous les jours, tous les matins, on travaillait ensemble sur la diction, l'articulation, bouger, respirer, comment apprendre à jouer, quoi. Et vous avez formidablement appris, mais appris aussi dans les coulisses. Vous avez réalisé plusieurs films, et je crois qu'il y a un bonus qui vous tient particulièrement à cœur dans votre carrière de réalisateur. Bruce Springsteen, c'est vrai que ça a beaucoup compté dans votre carrière. Springsteen ? Oui. Springsteen, c'est même quelqu'un de fondamental dans mon développement. C'est-à-dire, je suis cet homme-là depuis le milieu, la fin des années 70, 77, 78, et je n'ai jamais cessé de l'aimer, de l'admirer. Je suis pas idolâtre, je suis pas un fan idiot, mais je suis tellement admiratif de ce qu'il est, lui, de l'homme qu'il est, de son travail, de la recherche permanente qu'il fait de l'introspection permanente aussi sur son propre travail. Je suis très très fan de Bruce. Oui. Voilà. Et en plus, donc, il vous a demandé de réaliser ce bonus sur cet album, sur ce DVD. C'est ça qui est... Oui. Alors j'ai fait je ne sais combien d'interviews avec Bruce depuis le début des années 80. Je les compte plus. J'en ai encore fait une là il y a 2 semaines à Londres. Je me souviens plus des circonstances. Je sais qu'on avait avec Gilles Verland. On avait fait une espèce de story autour de lui. C'est vieux tout ça. Oui, mais en tout cas, ça a compté. Et d'ailleurs, il y a une chose étonnante sur Bruce Springsteen. Le jour où l'homme a marché sur la Lune, il était dans un petit bar, il jouait. Personne l'a regardé parce que tout le monde regardait la télévision. Et le pouvoir de la télévision. Voilà. Le pouvoir néfaste de la télévision. Et puis, vous avez aussi une autre carrière beaucoup plus brève. Écoutez. In the poussière of Ohio, il n'a pas peur de personne. Lucky Luke, c'est vous qui chantez ou qui slamez. Je slame, on va dire. Oui, j'ai joué Lucky Luke dans cette... alors c'était une série d'animation avec mon copain Ramon Pipin d'Odeur, qui lui avait fait la musique du générique. Et on s'était bien amusé à faire ça. Enfin, l'inconvénient, c'est qu'aujourd'hui, j'ai des mômes de 12 ans qui viennent me voir en disant « Ah, Lucky Luke !» Ah, ça a tellement marqué. Ah oui. Mais en même temps, vous aimez cet univers de Lucky Luke? J'adore. De toute façon, j'adore l'univers de Goscinny de manière générale. Tout ce qu'a fait Goscinny, pour moi, c'est de l'ordre du génie. On est bien d'accord. Vous savez qu'il faisait une blague. Maurice détestait les calembours, le dessinateur. Ouais. Donc régulièrement, il en glissait un dans un scénario de Lucky Luke, Goscinny, il l'envoyait. Puis un jour, il n'en glisse pas.
Et Maurice a passé des semaines à chercher ce calembour qui n'existait pas. Non, mais Goscinny. Branchez pas sur Goscinny parce que je peux rester là 2 heures. Oui, non, mais on va parler d'autre chose, notamment de ce journal vieux dont le numéro 2 est sorti le 19 septembre 2024. A tout de suite sur Sud Radio avec Antoine Decaune. Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis. Sud Radio, les clés d'une vie, mon invité Antoine Decaune. Venu avec son trousseau. Exactement. Et surtout le numéro 2 du journal vieux qui est sorti le 19 septembre 2024. Et là, c'est un nouveau journal que personne n'attendait, mais que beaucoup espéraient. Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Et en fait, avec mon camarade Romain Jubert, avec qui on a monté ce canard, on ne savait pas très bien où on mettait les pieds. On ne savait pas comment ça allait être accueilli, si ça allait être accueilli favorablement ou au contraire tout à fait rejeté avec ce titre un peu provoque de vieux, mais qui dit les choses simplement. Vieux nous sommes, vieux je suis, j'ai 70 balais, donc je sais de quoi je parle pour une fois. Et vieux je vais rester. Et donc je peux en parler, j'ai envie d'en parler, mais j'ai pas envie qu'on me dise tu fais un journal pour les seniors, pour les matures, pour les cartes vermeilles et tout. Non, c'est un journal fait par des vieux, pour des vieux, mais à destination de ceux qui vont le devenir. Voilà. Et là, d'un seul coup, ça élargit le spectre. Oui, parce que finalement, les jeunes qui, à l'heure de la transmission, ne connaissent pas grand-chose sur certains sujets, et votre journal vieux est là pour les préciser. Non, on se dit que simplement, on a... Alors, ce qui nous intéresse dans la vieillesse, d'abord, moi, ce qui m'intéresse, c'est que c'est une aventure. J'ai jamais été vieux de ma vie, c'est la première fois, ça sera sans doute la dernière, donc j'ai plein de choses à découvrir. Ce que je découvre est passionnant. Pas que passionnant. Heureusement, je suis pas en train d'angéliser la vieillesse en disant aux gens, vous allez voir, c'est formidable, c'est merveilleux, vieillissez le plus vite possible. Mais on a des choses. Par exemple, moi, je suis plus préoccupé d'avoir à chercher ma place dans le monde. Je l'ai trouvé à peu près, quoi. Je sais où je suis, je sais ce que je peux faire, ce que je ne peux pas faire. Donc j'ai des choses à transmettre. Et j'adore parler avec des gens qui sont dans cet état d'esprit. Donc les grandes interviews, par exemple, la Iggy Pop ou Jean-Louis Fournier pour le numéro 2. Et on parle de ça, on parle pas de la vieillesse, on parle du temps qui passe, on parle de ce qu'on peut nous apprendre des générations qui nous suivent. C'est-à-dire, on n'est pas là dans un ghetto refermé à se dire on est vieux, on reste entre nous. Au contraire, j'ai envie qu'on m'apprenne, moi. J'ai envie que ça circule et qu'il y ait de la circulation là-dedans. Oui, car vous êtes à la fois le créateur du journal, conseiller de la rédaction et journaliste dedans. Oui. Vous faites des grandes interviews. Les 3 casquettes, oui. En fait, non, moi je suis consultant éditorial, pour dire les choses simplement. Je suis pas rédacteur en chef, et c'est pas moi qui ai créé ce journal. C'est Romain Jubert, cet éditeur, qui est venu me trouver avec cette idée-là. Donc voilà. Et on a lancé ça comme un fanzine sans prétention, avec l'intention de s'amuser. Voilà. Mais en même temps, c'était un pari à l'heure où tout le monde parle du jeunisme, Antoine Decaune. Ouais, mais tout le monde me répète que je suis jeune. Mais non, je suis pas jeune. Je suis un faux jeune. Je suis peut-être pas encore un vrai vieux. Oui, mais vous travaillez beaucoup, ça vous permet de rester jeune. Oui, mais alors vous savez, j'ai toujours eu beaucoup de mal, Jacques, à faire la frontière entre mon travail et mon plaisir. Vous savez très bien de quoi je veux parler. Oui. Ce que je fais, c'est ce que je suis en grande partie. Donc j'ai une curiosité qui est toujours insatisfaite, pour pas dire insatiable. J'ai un enthousiasme qui est toujours prompt à se réveiller et à s'activer. Et donc on me paye pour ça. On me paye pour ça, pour faire des choses que je ferais sans doute si je n'étais pas payé pour le faire. Oui, c'est un privilège. Ne répétez pas ça, s'il vous plaît. On ne dira rien, ça restera entre nous et celles et ceux de plus en plus nombreux qui écoutent Sud Radio. Alors, il y a aussi une chose importante dans tout cela, c'est l'irrévérence du journal. Et ça, vous y tenez beaucoup, Antoine Decaune. Ben oui, parce que de toute façon, l'irrévérence, d'une manière générale, je trouve que c'est une vertu cardinale. Faut pas prendre les choses trop au sérieux, quoi. Je me méfie toujours des gens qui pontifient, qui vous font la morale, qui vous apprennent la vie. Moi, je suis dans une espèce d'incertitude permanente. Voilà, j'aime bien ne pas être bouché, ne pas fermer les portes. J'aime bien écouter ce que les autres ont à me dire, y compris ceux qui ne sont pas de mon avis, qui ne partagent pas le mien. Ça peut arriver. Oh oui, ça arrive souvent. Alors, dans ce numéro 2, comme dans le premier, il y a une chose qui est assez étonnante, Antoine Decaune, c'est aujourd'hui, quand on lit les journaux, on voit toujours les mêmes sujets, traités de façon différente, donc on finit par feuilleter. Là, il n'y a que des sujets dont on ne parle jamais. Ouais. Bah là, par exemple, pour ce numéro 2 de Vieux, on a centré le cahier central autour des aidants.
Les aidants, c'est 11 millions de personnes en France qui aident leurs proches, alors que ce soit des vieux, des handicapés, des enfants dont il faut s'occuper. Ça fait du monde, 11 millions de personnes. Et en fait, il y a un vrai statut à inventer pour les gens qui passent jusqu'à 35 heures par semaine pour aider leurs proches, quoi. Oui. Donc nous, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que quand on vieillit, on a besoin d'être aidé. On a besoin d'être secondé. Donc oui, c'est un sujet qui me semble important. Voilà. Il y a aussi Iggy Pop que vous interviewez, qui parle de la vieillesse. Moi, je me souviens d'un des rares articles censurés dans ma carrière, c'est dans VSD, où on m'avait supprimé une photo d'Iggy Pop à ses débuts parce qu'on trouvait ça scandaleux. Ah oui? Ouais. C'est en quelle année? Alors c'était années 80. Ah, dans les années 80? Début années 80. Oui, tu trouvais ça scandaleux qu'il soit torse nu? Oui, exactement. Mais il a toujours été torse nu, voilà. Iggy. Et il parle de sa vieillesse en affichant une éternelle jeunesse, un peu comme vous. Oui. Bah, c'est-à-dire on sait bien que ça finira mal, mais on n'est pas décidé à quitter le terrain en se laissant faire. Au contraire. Et puis il y a Pierre Richard, qui est un personnage incroyable, et il est naturellement présent dans Vieux. Bien sûr. Non, mais alors, si vous voulez, les possibilités d'entretien de ce journal sont infinies. D'abord parce que malheureusement, le cheptel se renouvelle, par la force des choses. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des points de vue, que ce soit des comédiens, des acteurs de la société civile, que ce soit des philosophes, des écrivains, des gens de cinéma comme Patrice Lecomte. Ce qui est bien, c'est la somme de toutes ces impressions qui fait ce journal. Et effectivement, avec ce point de départ qui est autant se dépêcher d'en rire avant d'avoir à en pleurer. Voilà. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que, Antoine Decaune, le mot vieux, qu'est-ce que ça veut dire? À quel âge on est vieux? Moi, je me souviens un jour de Charles Trenet dans un gala. C'était un concert à Neuilly-sur-Seine pour les vieilles personnes. Ouais. Il avait 78 ans. Il rentre furieux en coulisses en disant « Qu'est-ce que c'est que ces vieux ?» Il y avait des gens de 65 ans dans la salle. Ça veut rien dire. Mais je crois qu'on avait partagé un souper avec Trenet. Oui, je crois. Si mon souvenir est bon. Oui, en province, du côté de Besançon, peut-être. Exactement. C'était là. C'est ça. Ou sortant de scène après 40 chansons. Oui. Donc on s'était retrouvés à minuit. Oui. Autour de la table d'un ami à lui, chez lui, pour souper. Voilà. Et en fait, moi, je m'en étais péniblement extrait vers 3-4 heures du matin, à peu près ivre-mort, alors que Trenet, qui avait dépassé 80 à l'époque, lui, se farcissait des grands marniers, des scotch, et surtout avec une énergie, une joie de vivre, une drôlerie, un esprit, enfin tout ce qu'on aimait chez Trenet. Quoi. Voilà, il avait fini à 9h du matin en nous engueulant parce qu'on partait déjà. Alors, effectivement, tout a été étudié dans ce journal, y compris la police de caractère, qui est beaucoup plus lisible que dans d'autres journaux. Oui, ça vaut mieux. Parce que la vue baisse, donc augmentons le caractère. Voilà. Et puis, il y a Zabou Bretman aussi, ça c'est comme ministre de la Culture. Alors c'est un one-shot, hein. Elle va pas être ministre de la Culture dans tous les numéros, mais oui, j'aimais bien l'idée. On avait commencé dans le premier avec Florence Foresti qui nous donnait ses impressions sur qu'est-ce que c'est que de vieillir, comment on sent que les choses bougent. Alors, elle a fait ça avec beaucoup d'humour. Et là, dans le 2, c'est Zabou qui nous dit, voilà, moi, si j'étais ministre de la Culture, voilà ce que je ferais. Voilà mes premières dispositions. Elle a commencé en chantant des chansons de vieilles, justement, avec Dorothée, qui s'appelait Dorothée Tambour Battant. C'était des vieilles chansons d'enfants au Champ de Mars dans un spectacle. Ah, je l'ignorais, ça. Alors, il y a aussi ce journal qui aurait pu s'appeler Mature, finalement, parce que être vieux, c'est accumuler des expériences qu'on transmet. C'est pour moi pas autre chose. Oui, c'est exactement ça. C'est surtout partager. Je crois que plus on vieillit, plus il faut partager. Le positif, le négatif, mais moi j'ai plein d'histoires à raconter. Alors ceux qui ont la patience de les écouter sont parfois intéressés, mais vous imaginez, je sais plus qui disait qu'un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît. Tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on a à raconter, et ce qu'on a à apprendre de l'autre côté. Moi, je suis passionné par les générations d'après. Je veux je me nourris de ce qu'ils me disent. Bien sûr, car en fait, vous faites ce journal, mais vous, votre but, c'est l'avenir. Ce qui vous intéresse, c'est ce qu'il y a demain. Bien sûr. Ah oui, c'est pas du tout la nostalgie. Hein. C'est pas du tout ni un journal nostalgique, ni un journal pour les retraités à lire au coin du feu en fumant la pipe et en faisant des sudoku. Non, surtout pas. Surtout qu'il y a en plus, vous évoquez le vocabulaire des jeunes, qui est parfois difficile à comprendre. Oui, alors c'est Monsieur Poulpe qui s'y colle. Bah oui, parce que ça bouge très très vite. Le vocabulaire. Et évidemment, moi-même, je ne vais pas vous dire que je suis largué, j'ai un môme de 16 ans,
Je comprends pas un mot de ce qu'il me dit. Hein. Heureusement, aujourd'hui, il y a des applications de traduction simultanée, donc je m'en sors. Mais oui, c'est très intéressant de voir à quel point le langage bouge. Et quand on parle du langage qui bouge, c'est pas une fois de plus, c'est pas dans une position de jugement à dire c'était tellement mieux avant, on se comprenait, on sait plus parler. Non, faut écouter et se mettre sur la bonne fréquence. Et qu'on vous écoute aussi. Bien sûr, mais ça au mieux. C'est pas toujours évident. Et puis dans ce numéro de Vieux, il y a, vous parlez d'amour avec un titre de film qui a été une surprise totale, qui était Et la tendresse bordel, qui a été un énorme succès. Avec Roland Giraud qui dans ce film dit quelque chose qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui. La différence entre le viol et le consentement, c'est le consentement. Je vois pas aujourd'hui cette phrase circuler sur Internet. Non, mais il y a peu de choses il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, mais il y a beaucoup qui déclenchent immédiatement des tempête incontrôlable. Donc, dans ce numéro de Vieux, vous parlez d'amour, et ça aussi, c'est un sujet. Quand on est vieux, l'amour, ça existe ? C'est-à-dire qu'en fait, quand on est vieux, tous les sujets sont intéressants. Quand on est adolescent, l'amour, c'est un sujet très préoccupant. Quand on est vieux, c'est un sujet qui redevient préoccupant, pour d'autres raisons. Mais tout ça pour dire qu'en fait, il y a du désir pendant toute la vie. Je pense que tout s'arrête le jour où vous ne désirez plus rien. Exactement. Vous ne désirez plus vivre, vous ne désirez plus apprendre, ne désirez plus écouter, lire, aimer. Là, c'est la fin des haricots. On n'y est pas. Heureusement, et vous surtout. Alors, il y a aussi des personnalités de la nouvelle génération qui sont dans ce numéro 2, comme la militante écologiste Camille Etienne, ou la journaliste Salomé Sac, qui Sois jeune et tais-toi. Ça aussi, ça veut dire que les jeunes s'intéressent à Vieux. Ah ben oui, bien sûr. Mais là par exemple, alors Camille Etienne, qui était dans le numéro 1, qui faisait un entretien croisé avec Brice Lalonde, voilà, ce qui était intéressant, c'était d'avoir les deux points de vue d'une jeune activiste qui est prête à tout bousculer pour que le message passe, face à un vieux de la vieille, Lalonde, qui a été ministre, qui connaît tous les rouages de la machine, qui a été un des premiers à créer une association qui était les Amis de la Terre dans les années 70. Donc c'est intéressant de confronter les points de vue. Moi, c'est ce qui m'intéresse. C'est pas d'avoir un journal univoque avec des gens qui parlent et que vous écoutez. C'est d'apporter de la contradiction, de la discussion. Oui, et les journaux comme Vieux qui servent de transmission et de discussion entre générations, c'est pas si fréquent, Antoine Decaune. Non, c'est pas fréquent. Ça devrait être beaucoup plus répandu. Il y a vous maintenant. Ouais. Mais personne n'y avait pensé avant, curieusement. Non, je ne sais pas. Et alors curieusement, oui, comme le numéro 1 a vraiment très 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 bien marché au regard de la presse papier en France, parce qu'il n'y a pas de version. Il n'y a pas de version digitale. Non, pas pour les vieux, non. C'est un journal, c'est kiosque ou abonnement, c'est simple. On était très, très étonnés de voir à quel point, en fait, on remplissait une case et une fonction. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de journal de cette nature, personne ne l'avait encore fait, donc tant mieux, c'est nous. Voilà. Et puis l'âge, ça a été souvent un déni français, c'était tabou finalement, jusque-là. C'était tabou très longtemps, mais même moi, souvenez-vous, Jacques, quand on était môme, pour nous, les vieux, c'était des hommes de 55, 60 ans, quoi. Très dégarnis, je dis pas ça pour vous, mais un peu voûtés, un peu résignés, un peu, qui voyaient sereinement arriver la vieillesse, un état un peu végétatif où on allait se reposer de tous les efforts fournis pendant l'existence. On n'est plus du tout comme ça. Pas du tout comme ça. Moi, les gens que je connais de ma génération, ils pètent le feu, quoi. Soit ils sont morts, soit ils pètent le feu. Voilà. Soit ils sont feu, soit ils pètent le feu. Voilà. Mais ça veut dire que vous avez une autoroute parce que on va vivre de plus en plus vieux, donc le tirage de vieux devrait augmenter au fil des années. Oui, alors en même temps c'est troublant parce que je sais pas si c'est une bonne nouvelle ça. Hein. Je pense que je sais pas s'il faut vivre très très vieux. Je pense qu'il faut vivre bien, vieux et partir en pleine forme. Voilà, exactement. Voilà. Plutôt que... Donc, mais oui, tout ça, pour vous répondre, oui, bien sûr, il y a du monde. Alors, vieux, pour l'instant, je crois que c'est trimestriel. Trimestriel, oui. Et ça va peut-être développer aussi. Non, pour l'instant, c'est trimestriel. C'est trop de boulot, un journal. C'est pas mon métier premier, moi. Je fais quand même de la télévision, j'écris, je fais plein de choses, donc je fais vieux. Je dirais pas que c'est accessoirement, parce que je prends beaucoup de passion à le faire, mais je vais pas me transformer en journaliste, non. Vous avez bien d'autres choses à faire, je le sais, et on en est heureux. Donc, je recommande à celles et ceux qui nous écoutent ce magazine Vieux, qui est en kiosque partout, le numéro 2, les suivants, et merci d'avoir pensé, puis merci d'avoir répondu avec autant de jeunesse à mes questions, Antoine Merci, Decaune. Lucien. Les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.